bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Une émission spéciale aujourd'hui consacrée aux affrontements communautaires et au sort réservé aux minorités un peu partout à travers le monde. Nous avons pris 3 cas différents dans 3 continents à travers la planète. Les émeutes aux États-Unis après la mort de jeunes noirs suite à des violences policières. La militante historique des droits civiques Helena Hicks sera avec nous pour comparer la situation d'hier et d'aujourd'hui. Nous parlerons également de la situation des chrétiens d'Orient à l'heure où l'État islamique s'est emparé d'une partie de la région. Mais on commence tout d'abord avec la France, la ville de Sarcelles pour être précis. Là-bas, des violences ont éclaté lors de la guerre à Gaza l'été dernier et des juifs ont été pris pour cible. Nous sommes allés à la rencontre du maire de la ville. Il était il y a quelques jours de passage à Jérusalem pour une conférence mondiale contre l'antisémitisme. On l'écoute. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle est la raison aujourd'hui de votre présence à cette conférence à Jérusalem? J'ai été invité par le gouvernement israélien à participer à ce colloque, à ce forum international sur l'antisémitisme. Je pense que c'est important et symbolique qu'un parlementaire français soit là pour expliquer aussi la situation en France. Votre ville a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois, notamment au moment de la guerre à Gaza. Puis ensuite, quelle est la situation? Comment est-ce que vous décririez la situation aujourd'hui à Sarcelles? Elle est en apparence calme, mais vraiment en apparence, car les tensions sont toujours présentes, l'inquiétude de la communauté juive est présente et réelle, avec une volonté de partir, mais aussi une crainte quotidienne, même si les choses se pacifient, et elles se pacifient parce que depuis le mois de janvier, nous avons 250 militaires en permanence à Sarcelles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc les synagogues, les écoles sont protégées, et ça rassure la population, mais on sent bien que la tension est encore là, et que ceux qui ont organisé la manifestation antisémite du mois de juillet sont encore actifs. Il y en a même un qui s'est présenté aux élections le mois dernier. Cette présence policière, sécuritaire et évidemment militaire rassure la communauté, rassure les habitants de Sarcelles, vous le dites, mais vous ne pensez pas que ça s'attaque aux symptômes sans s'attaquer aux raisons des problèmes ? Bien sûr. Aux sources du problème? Bien sûr. Aujourd'hui, on fait face à un risque d'attentat majeur et à des situations difficiles dans des quartiers comme les nôtres. Donc le gouvernement fait face en répondant avec une réponse d'urgence qui est de sécuriser, de rassurer les gens. Et puis après, il faut travailler. C'est la loi qui a été votée récemment. C'est la loi sur le renseignement également qui va être votée au Sénat, j'en suis sûr, qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et puis c'est tout le travail de réflexion qui a été engagé par les autorités pour éradiquer ce fléau qui est le fléau d'antisémitisme. Une dernière question sur la ville de Sarcelles. Est-ce que vous pensez que la communauté juive aujourd'hui a raison d'être inquiète ou est-ce qu'elle peut rester tranquillement à Sarcelles? Alors, la communauté juive a une double réaction. Elle est à la fois inquiète et puis elle a décidé de se battre, de rester et de faire face. L'inquiétude, elle est réelle. Quand il y a eu les attentats qu'on a connus, lorsqu'il y a eu l'hypercacher dans lequel un jeune Sarcellois a été tué. Donc on est régulièrement confronté à cette vague d'antisémitisme avec des jeunes qui se font tuer, des jeunes de l'autre ville où la synagogue a été attaquée. Donc l'inquiétude, elle est réelle. Mais la réaction de la communauté, moi, a été exemplaire. C'est qu'au-delà de la peur, au-delà de l'inquiétude, ils ont décidé de rester. Certains ont décidé de partir et c'est leur choix et leur droit. Mais d'autres ont décidé de rester. Et cette semaine, par exemple, nous avons fait une parade du lac Baomer exceptionnelle, comme jamais nous n'en avions eu à Sarcelles. C'est bien pour montrer de la volonté de la communauté juive de Sarcelles et de France en général, de dire nous sommes français de confession juive, nous voulons rester, nous allons nous battre, nous n'allons pas céder à la terreur. Alors l'inquiétude elle est là, mais je crois que la volonté de faire face est plus importante et c'est exceptionnel et c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous allez dire tout à l'heure dans le panel ? Raconter ce qui se passe en France, parce que je sais que d'abord il faut dire les choses, voilà, avec la dure réalité à quoi cela correspond. Expliquer aux Israéliens, mais aussi à l'ensemble des personnes ici présentes qui viennent du monde entier, la réalité de la situation en France, parce que les gens se posent la question pourquoi la France en est arrivée là. Et puis leur dire que voilà, on essaie de faire face, on va se battre, car il n'est pas question que l'antisémitisme dans notre pays continue comme cela, et qu'il faut que la République, il faut que la citoyenneté, il faut que le respect, il faut que la tolérance gagne et que ce ne soit pas l'antisémitisme qui gagne. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà pour la situation à Sarcelles. On va à présent s'intéresser aux États-Unis. Bonjour Daniel Ziri, journaliste à Tout un monde. Il y a plusieurs décennies maintenant, il y avait la ségrégation aux États-Unis. On pensait que c'était derrière nous. Et pourtant, il y a eu encore des violences raciales aux États-Unis, il faut bien le dire. C'était des violences raciales et des émeutes à la suite d'incidents graves qui ont impliqué des violences policières. Absolument. Alors, on a vu plusieurs grands incidents au cours des dernières années, Julien, qui ont en quelque sorte, on peut dire, ravivé ces tensions raciales qui sont inscrites dans l'histoire des États-Unis, puisque la ségrégation, comme vous l'avez dit, était quelque chose de très, très réel
dans les années 50 à 70. L'un des plus marquants, le cas le plus marquant était celui de Trayvon Martin, si vous vous souvenez, c'était à peu près il y a 2 ans, jeune noir de 17 ans, abattu dans son quartier par un résident qui faisait sa patrouille, George Zimmerman, qui est devenu l'un des hommes les plus haïs aux États-Unis, puisqu'il n'a même pas été poursuivi en justice pour ce que les gens qualifient de meurtre aux États-Unis, surtout dans cette ville de la Floride. Ça avait mené donc à beaucoup de manifestations aux États-Unis. Si vous vous souvenez, le jeune homme portait une capuche au moment où il a eu cet incident, et donc beaucoup de gens aux États-Unis ont mis des capuches en signe de solidarité. Donc ça, c'était pour Trayvon Martin. Et puis le deuxième cas majeur qu'on a vu à peu près il y a 1 an, Ferguson, dans le Missouri, petite ville dans le Missouri que personne ne connaissait jusque-là, mais il y avait le cas de monsieur Michael Brown, ce jeune homme de 18 ans abattu par un policier blanc, Darren Wilson. Pareil, de grandes émeutes, ça avait dégénéré à un point où Obama a même envoyé la garde nationale, l'armée sur place, donc beaucoup de manifestations. Et puis récemment, bien sûr, on a vu Baltimore, avec des milliers de personnes dans les rues, du gaz lacrymogène un peu partout, des blessés. C'était une ville qui a longtemps été la scène d'un combat, et on va le voir avec l'interview qui va suivre, qui s'est inscrit dans le mouvement des droits civiques, la ségrégation. Des droits des absolument. Nord-Américains, et c'est cette ville tout a été ravivé dernièrement. C'est vraiment une ville symbole dans ce combat-là, et tout a été ravivé par ce cas de Freddie Gray qui a été assassiné là-bas. C'est comme ça que tout a démarré à Baltimore. Il faut dire quand même que dans tous ces cas récents, il s'agissait de pointer du doigt la violence policière plutôt que le racisme, vraiment, même si c'est lié. Parce que la ségrégation n'existe plus d'un point de vue légal. Mais c'était vraiment la violence policière qui a déclenché, si vous voulez, le débat à nouveau. Et certains disent que c'est un peu contradictoire avec le fait que tout cela se passe sous une administration d'un président noir, le premier président noir des États-Unis. D'autres disent que même si au niveau politique et dans les médias on voit de plus en plus de représentation de la communauté noire américaine, sur le terrain et dans la vie de tous les jours, pour ces gens-là, le racisme existe encore et est très très réel. Merci Daniel. On va donner donc la parole à cette militante historique des droits civiques aux États-Unis, Hélène Aix. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant les événements de Baltimore? Well, it made me feel very sad. Eh bien, ça m'a rendue très triste parce que j'avais traversé des émeutes comme cela avant, et je suis triste parce que beaucoup de problèmes qui ont causé les premières émeutes de Baltimore ont refait surface et n'ont apparemment pas été résolus, et donc il y a eu du conflit. Même si à l'époque les émeutes avaient éclaté après la mort de Martin Luther King, les circonstances autour de sa mort n'avaient pas changé. Le racisme, la ségrégation, toutes ces choses ont été balayées sous le tapis, et puis un jour quelqu'un a soulevé le tapis et la réaction des gens était la même. Ils ont explosé en quelque sorte. Les gens qui le ressentent le plus sont les plus pauvres, ceux qui habitent dans les villes, les Noirs américains au chômage. Ils ressentent toute la douleur de la ségrégation et de la discrimination. Alors vous êtes une figure historique du mouvement des droits civiques. À quoi ressemblait la lutte dans les années 50 ? Dans les années 50, ce qui était horrible, c'est que cela faisait partie de la loi. C'était la loi nationale. La ségrégation était justifiée, donc lorsque vous protestiez, vous étiez sûr d'être arrêté ou d'aller en prison parce que vous commettiez un crime. Pour ce qui est de ce qui s'est passé à Baltimore récemment, certains des actes étaient criminels, puisque ce n'est pas légal de brûler des maisons, mais les émeutes n'étaient pas contre la loi, mais plutôt contre un environnement, une atmosphère qui existe dans cette ville. C'est économique. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens économiques de vivre le rêve américain. Mais vous qui avez vécu les deux époques, est-ce que vous pensez que les jeunes qui manifestent à Ferguson et Baltimore se battent pour la même chose que vous à l'époque ? Yes, I do. Oui, absolument, absolument. Et les gens qui ont mon âge et qui vont dans ces quartiers comprennent. Ne pas réussir à trouver du travail, se faire arrêter par la police simplement parce que vous étiez dans un coin de rue sans rien faire. Tout ça est exactement comme dans le temps de la ségrégation. La loi n'existe plus, mais c'est toujours de l'abus de pouvoir de police, chose qui est presque acceptée par la société. Les juges ne classent pas ces dossiers-là. Dans certains cas, oui, mais en général, non. Et personne ne considère cela comme de l'injustice. Ils ne feraient jamais
Ils ne feraient jamais ça dans des quartiers qui ne sont pas majoritairement noirs. Cela n'arriverait pas. Nulle part dans ce pays. La ségrégation aujourd'hui est terminée, mais pourtant les Noirs américains sentent toujours le besoin de prouver que leur vie a une importance. Pourquoi ? Je pense que nous avons oublié de rassembler toutes les pièces du puzzle. La première fois, il y avait beaucoup de rhétorique sur ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait faire autrement. Et puis les choses se sont calmées et 5 ans plus tard, beaucoup de ces plans et programmes ont disparu simplement. Donc une fois que les pièces du puzzle ont commencé à se séparer, la même situation est revenue. C'est arrivé à un point où il n'y a plus de puzzle du tout. Il y a des quartiers où on ne peut même plus concevoir le rêve américain. On ne peut pas concevoir ce que c'est que d'avoir des magasins pour acheter de la nourriture, des transports publics qui fonctionnent, des écoles, des lieux de loisirs, des policiers qui sont là pour vous protéger et non pas pour vous arrêter ou attendre que vous fassiez quelque chose pour lequel ils peuvent vous arrêter. C'est simplement sidérant que ces problèmes-là existent encore aujourd'hui. Et donc les gens manifestent. Ce sont toujours les jeunes qui voient les problèmes et qui manifestent. Le seul moyen pour eux de montrer aux gens que ce qui se passe n'est pas normal et ne peut pas continuer, c'est simplement d'exprimer leur colère. Et l'expression de la colère, on le sait, n'est jamais polie ou agréable. Lorsque vous dites à un enfant qu'il ne peut pas faire quelque chose qu'il veut faire, il s'énerve et il s'agite. C'est la même chose. Donc la situation devient de plus en plus moche. Ça a commencé en disant « on va faire quelque chose », mais la réaction de la police a bien montré qu'elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait. Le gouvernement non plus d'ailleurs. Les dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas vécu les années 60. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne comprennent pas et donc ils sont choqués. Mais ce n'est pas choquant pour ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps. Nous savions que ça allait arriver. Ce n'était qu'une question de temps parce que les choses devenaient de pire en pire pour les gens défavorisés. Merci beaucoup, Elena, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on clôture cette émission avec le Moyen-Orient et plus particulièrement avec le sort des chrétiens d'Orient. Avec nous pour en parler le représentant de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Merci à I24. Alors, parlez-nous de l'activité de votre organisation SOS Chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient, c'est une jeune association qui a 2 ans et qui travaille dans 4 pays différents. L'Irak, la Syrie, le Liban et bientôt la Jordanie. L'objectif de cette association, c'est de retisser des liens entre les chrétiens français et les diverses chrétientés orientales. Quelle est la situation des chrétiens dans ces différents États ? C'est des situations qui sont tout à fait diverses. En Irak, on est sur une chrétienté irakienne multiple, mais qui a dû majoritairement fuir les combats de la plaine de Ninive en août dernier. Aujourd'hui, leur situation de détresse, parce que ça reste une situation de détresse, elle s'améliore. Ils sont réfugiés, comme vous le savez sans doute, dans le Kurdistan irakien. Elle s'améliore parce que les conditions de vie sont un petit peu meilleures, mais ils ont tout de même tout perdu. Ils ont perdu leur maison, leur voiture, leurs souvenirs, parfois même des membres de leur famille. On est donc sur un traumatisme psychologique et matériel que nous cherchons à soigner. Ça, c'est une chrétienté qui est en danger parce qu'elle risque de céder à une sirène, la sirène de l'émigration, partir d'Irak. Et pour nous, ce serait une catastrophe. Et c'est ce que nous disent les Irakiens d'autres confessions par ailleurs. Ouais. En Syrie, on est sur une situation très tendue. La majorité des chrétiens syriens se situent désormais dans les zones gouvernementales. Ils sont donc en proie à la guerre civile qu'il y a actuellement en Syrie. Ouais. C'est une chrétienté qui est combattante, combative, qui est fière d'être syrienne et qui a envie que son pays se redresse. Donc elle est en même temps en proie aux pires difficultés, aux pires douleurs, et on sent une belle énergie. C'est chez ces gens-là. Alors, au-delà des rassemblements et des manifestations de solidarité, concrètement, est-ce que la communauté internationale fait assez pour aider les chrétiens d'Orient ? Alors, la communauté internationale, elle a plusieurs niveaux de réponse. La communauté internationale, par définition, elle met plus de temps que des associations civiles, citoyennes, à venir agir sur le terrain. Je prends l'exemple d'août dernier. En août dernier, il y avait énormément d'associations qui venaient tenter d'essayer d'apporter quelque chose aux réfugiés chrétiens irakiens. Malheureusement, les pouvoirs publics avaient du mal à suivre. Aujourd'hui, l'attitude est différenciée. On voit bien que la France n'apporte aucun soutien et en gros, dans sa globalité, la communauté internationale n'apporte aucun soutien de manière parfaitement discriminatoire et parfaitement incompréhensible aux chrétiens syriens dans les zones tenues par le gouvernement légitime en Syrie.
Donc ça, c'est un vrai problème. Au-delà, il y a le cas inverse, il y a le cas irakien où on peut saluer la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les communautés chrétiennes là-bas. Nous, on ne demande pas que l'ensemble de la communauté internationale soit focalisée sur le sujet des chrétiens d'Orient. Il y a d'autres populations et les musulmans, comme les autres communautés, les Druzes, en Irak ou en Syrie, souffrent énormément. Oui. Ce qu'on demande, c'est qu'elles considèrent que leurs politiques ont des effets, des répercussions et que ces répercussions touchent des communautés singulières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.